Salut les amis, ex-confinés ou futurs confinés, tout ça par des confinis. Nous allons faire une nouvelle émission du Parti européen du mois d'octobre 2020. Eh oui, année complexe pour chacun d'entre nous, année pourrie, mais qui sera jamais plus pourrie que 2021 de toute façon. Et 2021 évidemment sera naturellement un bonheur par rapport à 2022, jusqu'au jour où le Parti européen sera au pouvoir, et là, vous pourrez dire qu'enfin une bonne année est arrivée. Alors, vaste débat aujourd'hui que je vais évoquer, avec notamment le cas de la pseudo-dissidence de papier carton-pâte, qui me cherche depuis un certain nombre de semaines, donc il va finir par me trouver, car vous connaissez peut-être le principe de Nancy, qui s'y frotte s'y pique, notre devise, et notre symbole, c'est le chardon. Or, il y a un certain nombre de cloportes idéologiques qui sont venus me chercher des noises, et donc ils ont choisi la mauvaise cible. Ensuite, nous allons évoquer le cas de notre cher ami Erdogan et des manœuvres de la Turquie en Méditerranée orientale. Nous allons évoquer également, évidemment, tout ce qui est arrivé dramatiquement ces dernières semaines dans le cas français, et voir que toute une terminologie du système doit être combattue et rejetée. C'est quelque chose d'important. Nous allons évoquer le cas de la Pologne, qui, sous la bigoterie orientale, s'est amusée à donner aux femmes une très mauvaise leçon. Et on verra pourquoi il faut savoir se concilier les femmes européennes aujourd'hui, qui sont quand même la moitié d'entre nous, afin de pouvoir réveiller les consciences. Car, effectivement, il faut rassurer les femmes européennes sur les intentions des hommes européens, qui ne sont pas une charia blanche, qui ne sont pas de faire à la place des halogènes ce que les halogènes font, mais qui sont de redonner à la femme européenne toute sa place, mais rien que sa place. Enfin, nous évoquerons la question de la décolonisation et de revendications communautaires assez grotesques, auxquelles nous répondrons par des réponses assez évidentes. Voilà le programme, vous voyez, les festivités sont programmées. Alors nous allons commencer par nos amis, entre guillemets, de la dissidence, qui, à l'issue de cette émission, ne seront plus nos amis du tout. Si tant est qu'ils aient été, par le passé, nos amis. Alors, je vais faire un petit récit d'abord, vous expliquer pourquoi j'ai décidé de régler des comptes avec ces gens-là, pourquoi j'aurais pu ne rien dire. Tout a commencé il y a un certain nombre de semaines parce qu'un antisémite notoire, qui n'a pas fait appel de son jugement, qui n'avait pas d'avocat et qui donc cherchait le martyrat à tout prix, a fini par gagner ce qu'il voulait, c'est-à-dire s'est retrouvé en prison. Et donc la prison va légitimer, selon lui, ses thèses, puisqu'on n'opprime, selon le système, que des gens qui pensent mal, donc qui pensent juste, mais dont la pensée déplaît. Bon. Peu importe le cas Rissen stricto sensu, qui m'intéressait peu, je n'avais pas spécialement envie de l'attaquer, mais je n'avais pas en plus spécialement envie de le défendre. Simplement, grâce à ses amis, il m'est apparu relativement détestable. Donc je vais faire avec, et je vais viser ceux qui sont ses prétendus amis, et qui en réalité vont accroître la longueur de sa peine en prison. Parce que derrière, on sait bien ce qui va se passer. Plus la fachosphère de débiles mentaux va apporter son soutien à Rissen, plus le pouvoir a envie de le laisser en prison. Logique. Si vous vouliez son aide, il aurait fallu que vous la fermiez. Alors, ça a commencé par un tweet pernicieux de Christian Boucher. Alors, Christian Boucher, c'est quelqu'un qui avait eu maille à partir avec le LPE, avec le proto-LPE par le passé, parce qu'il y a pas mal d'années, j'avais dénoncé son islamotropisme obsessionnel, qui continue aujourd'hui par des retweets en l'honneur de Kadhafi ou de Mohamed, ou de Khomeini tout simplement. Et tout cela pour dire qu'il m'a cherché, donc il m'a trouvé. Alors, avec les camarades du LPE, on avait été soucieux de sa santé, parce que nous sommes des gens bienveillants, et nous étions inquiets de sa situation médicale, puisqu'il a donc été atteint du Covid-19, et il a été en réanimation. Bon. Donc nous avions un souci de sa santé, parce que ça nous paraît normal, quand on connaît des gens, de souhaiter le meilleur pour eux. Et il a voulu nous faire regretter notre compassion à son égard. Comment l'a-t-il fait ? Eh bien, après avoir revendiqué évidemment la défense absolue du sieur Soral, Christian Boucher s'est mis en tête de faire parler les gens. Il s'est pris pour la Gestapo de l'extrême droite et a commencé à demander à un certain nombre de gens ce qu'ils pensaient de l'affaire Rissen. Subitement, je reçois une injonction, on ne peut pas dire autrement, de Christian Boucher me demandant, m'exigeant, limite, exigeant que je prenne la défense publique, officielle, nominative de M. Hervé Lallin d'Irissen. Je n'avais évidemment aucune intention de le faire, pour deux raisons. D'abord parce que je n'avais pas prévu de défendre ce personnage, et d'autre part parce que plus on me demande quelque chose, plus j'ai envie de dire non.
Dans le cas présent, vu la façon polie qui avait été présentée, ma réponse était naturellement non. Je ne vois pas au nom de quoi je devrais subir une injonction de prendre position pour quelqu'un qui n'a pas mes idées, qui n'a pas du tout mes thèses et pour lesquelles je n'ai pas envie d'être associé. La preuve en est que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont apporté un soutien, même très prudent, à Rissen, se sont retrouvés sur la magnifique liste de dénonciation du site Égalité et Réconciliation, donc sous la liste ceux qui ont apporté leur soutien à Hervé Rissen. Or, évidemment, d'un point de vue systémique, quiconque soutient Rissen, implicitement soutient ses thèses, donc soutient l'obsession antisémite. En plus, si vous avez envie de retrouver votre nom à côté de Renoir, Dieudonné et tout le gratin du négationnisme et de l'antisémitisme, vous n'aviez qu'à apporter votre soutien à Hervé Rissen. Voilà. En fait, le problème de Rissen, ce n'est pas des gens comme moi. Le problème de Rissen, ce sont ses amis et ceux qui le soutiennent qui sont le problème réel, en fait. Pour lui aussi, d'ailleurs. Et les quelques mois de prison qu'il fera certainement en plus grâce à eux, il pourra leur dédier. Alors, évidemment, Boucher m'a attaqué, et comme je n'ai pas voulu céder à son injonction, sa réponse a été de me traiter de lâche, de couard, de traître, et globalement expliquer que ça me suivrait jusqu'à la fin de ma vie, que de grandiose. Tout cela dit par quelqu'un qui était en pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes, lui connu pour son intérêt pour Aleister Crowley, l'occultisme et compagnie. Mais effectivement, Christian Boucher, dans sa jeunesse, avait été monarchiste et catholique, et il retrouve un petit peu ses amours d'origine. C'est d'autant plus drôle qu'il a sorti 2 ouvrages chez Camion Blanc sur le paganisme, et qu'il édite les auteurs du nationalisme européen depuis quelques années, comme Thiriard, Mosley, Co. Mais la cohérence doctrinale de Christian Boucher n'est pas sa vertu principale, et on verra qu'il n'est pas le seul à manquer de vertu. Alors ça a amené un certain Boris Lelay, réfugié fachologique au Japon, où le Japon doit se contrefoutre de ses thèses, évidemment, et qui donc donne des leçons de courage depuis des milliers de kilomètres. Bon. On appréciera, effectivement, le courage de Boris Lelay aurait été de rendre compte devant la justice française de ce qu'il a fait et éventuellement d'assumer son discours pour faire 5 ans dans la prison de Landsberg. Il a préféré, évidemment, donner ses leçons de loin. Lorsque Boris Lelay pourra donner des leçons de racialisme, vu qu'il doit le pratiquer tous les jours au Japon, on écoutera peut-être. Donc Boris a cherché, et il m'a trouvé. Donc il m'a dénoncé à la Fafri en disant que j'étais un lâche, etc. Et pourquoi ? Pour me faire chier sans doute, parce qu'il n'y avait pas d'autre cible sur le moment, et parce que donner les leçons, c'est la plus grande vertu des imbéciles. Alors, donc ça faisait quand même beaucoup. Et puis alors, cerise sur le gâteau, il faut qu'un abruti de Tchétchène de 18 ans, manipulé par des islamistes d'importation récente venant de l'ancien empire colonial, se mette à massacrer un de nos enseignants de manière abominable. Je n'ose décrire la scène, évidemment. Et tout cela pour dire, regardez, c'est un Tchétchène. Bon, malheureusement, un Tchétchène de 18 ans qui doit avoir la culture politique moyenne de français de base, qui a le tort d'être vaguement musulman, donc ce qui l'amène à aller dans des mosquées, et pas forcément dans une mosquée très saine, c'est auto-radicalisé. On remerciera Poutine et Kadyrov pour ça, et en conséquence de quoi, il a commis des atrocités au nom d'une religion qui n'était pas celle de ses ancêtres. Voilà. Et si ce brave Tchétchène, assassin meurtrier ignoble, avait préféré la roue du dieu Malch, du dieu du soleil, des Tchétchènes plutôt qu'un culte venu du Proche-Orient ou du Moyen-Orient, il n'aurait pas commis l'acte abominable, qui lui a coûté d'ailleurs la vie, qu'il a commis. Bon. Donc j'ai toute la compassion du monde pour Samuel Paty, qui était un enseignant de 47 ans, qui était capétien d'histoire-géographie, et j'aurais très bien pu me retrouver dans son cas, à devoir enseigner à des gens qui n'en ont pas besoin, un enseignement de laïcité qui ne servira à rien, parce que la réalité des choses est très claire, c'est que de toute façon, ça ne sert à rien d'imposer des valeurs européennes à des gens qui ne le sont pas. D'une certaine manière, ça va être traduit comme une forme de néocolonialisme, on en parlera après. Voilà, donc malheureusement, le drame de Samuel Paty, cet enseignant qui devait aimer son métier et qui laisse un enfant de 5 ans et une femme derrière lui, pour avoir simplement enseigné ce qu'il devait enseigner, et avoir eu le courage de le faire avec toute l'énergie qu'il fallait. Voilà. Il faut le dire quand même, parce que bien sûr, tout le monde aujourd'hui est dans la pleurnicherie, mais il faut dire aussi que quand on doit dire les choses, ce qui est honorable. Alors d'ailleurs, Christian Boucher s'était laissé aller à dire que Samuel Paty n'était pas des nôtres. Sous-entendu, il n'était pas de la mouvance. Mais moi, les nôtres chez moi, c'est simple, ce sont les Européens. Samuel Paty était européen. Donc il était un des nôtres. Point. Car les nôtres, c'est pas Muammar Kadhafi, les fantasmes sur l'islamisme ou je ne sais pas quoi, ou le socialisme arabe des années 80. Hein, ça, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est de défendre les nôtres. Et les nôtres, ce sont les Européens. Voilà, c'est dit.
Alors, évidemment, Boucher n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de cette dissidence grotesque qui mérite que je m'occupe de son cas. Alors, je ne vais pas traiter tous les cas parce qu'ils sont trop nombreux, mais je vais essayer de trouver une typologie, une définition générale de toute cette pseudo-dissidence qui en fait n'est là que pour renforcer le système en place par ses provocations stériles. La première caractéristique de tous ces dissidents autoproclamés, terme d'ailleurs qui relève de l'époque de l'Union soviétique, c'est le narcissisme, l'égotisme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui aiment s'écouter, aiment se voir, aiment qu'on parle d'eux. Alors qu'on parle d'eux en bien ou en mal, comme on dit sur l'adage bien connu, l'important c'est qu'on en parle. Et évidemment, comme ils ne peuvent pas faire parler de manière utile, avec des propositions courageuses et une énergie intéressante, eh bien ils vont faire parler d'eux de manière nuisible par la propagation d'obsessions bien connues, improductives et débiles des années 30 et 40, comme si nous étions dans la France occupée par l'Allemagne. Voilà. Donc tout ça est grotesque, tout ça ne sert à rien, ça n'est pas parler à son peuple, le peuple n'a rien à foutre de refaire les combats de Stalingrad, le peuple il veut qu'on le défende contre des périls réels, bien identifiés et connus, pas contre un ennemi imaginaire qui est caché derrière tout, mais contre l'ennemi du quotidien, celui qui pourrit la vie de n'importe qui tous les jours. Voilà, c'est ça que les gens ont envie d'entendre. Et quand Sarkozy dit « vous en avez marre de cette racaille », eh bien on va vous en débarrasser, certes il ne l'a pas fait, mais les gens à un moment donné ont espéré, y ont cru un petit moment. Quand ils ont vu que c'était une arnaque, ils se sont détournés, mais la réalité elle est toujours la même. Qui pourrit la vie du quotidien d'abord? Eh bien vous savez très bien, donc j'ai pas besoin de le dire. Alors, le narcissisme, évidemment Alain Soral qui se regarde le sgeg dans sa glace pour draguer Binti, ça c'est typiquement du narcissisme. Henri de Lesquen qui se la pète à mort parce qu'il a eu une carrière de fonctionnaire où il fermait sa gueule tout le temps, il se la pète aujourd'hui, c'est normal, ce sont des poseurs. Provocation et peut-être tripotage de petites demoiselles sympathiques. Voilà, c'est-à-dire que concrètement, on n'est pas dans la politique, on est dans la provocation stérile pour des ratés, des losers de la vie qui veulent se rattraper et se faire une seconde jeunesse grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux et à tout ça. Donc, d'une certaine manière, je fais leur pub puisque je parle d'eux, mais il faut régler les comptes et régler les comptes de la pseudo-dissidence, c'est la faire disparaître, tout simplement. Donc Boris Lelay donnera des leçons lorsqu'il sera plus au Japon, qu'il aura affronté ses juges. Là, on pourra dire qu'il est courageux, mais pour l'instant, il ferme sa gueule et c'est tout. Pour Lesquen, papy, tu prends tes cachets, ça suffit. Bon, ensuite, continuons la liste de nos amis. Boucher, écoutez, monsieur Boucher, la prochaine fois que vous serez en coma, ne comptez pas sur nous pour penser à vous. Voilà. Comme vous pensez à nous de cette façon, eh bien, tant pis pour vous. Voilà. Et vous croyez que c'est le Dieu chrétien qui vous a sauvé? Non, ce sont les prières au Dieu Asclépios que les membres du LPE ont faites. Tac! Ensuite, continuons notre liste de nos amis. Alors, le casseral, écoutez, le casseral, il est en Suisse, c'est pas assez loin pour nous. Je lui propose la Patagonie ou l'Antarctique. Les pingouins sont, à mon avis, ses derniers soutiens à la fin, même, et d'autant plus qu'il a de la chance, les pingouins sont fâchés contre Ségolène Royal qu'ils ont viré, donc Soral sera accueilli. Voilà, je lui propose les pingouins des Kerguelen, parce qu'ils ont fait leurs preuves, et il paraît qu'ils sont taquins et sympas, donc voilà, monsieur Soral, je vous invite à aller au Kerguelen, je pense que votre discours, il sera bienvenu. Surtout qu'il y a plusieurs pingouins qui ont porté plainte contre d'autres pingouins qui avaient un bec un peu bizarre. Et donc je pense qu'ils seront très contents de vous voir pour dénoncer les méchants pingouins qui ont un bec bizarre. Voilà, c'est tout. Pour expliquer aux bons pingouins que toute la faute, tous les malheurs des pingouins, que les problèmes de manque de poissons dans la mer sont dus uniquement aux putains de pingouins qui ont un bec bizarre. Voilà, c'est tout. Ça on a bien compris. Et je vous rassure, ils n'ont pas un bec benzène. Mais voilà. Alors voilà, pour Soral, c'est dit, de toute façon, bon, il a échappé à la prison parce que le système ne voulait pas en faire un martyr. Mais vous savez, moi je vais dire au système très gentiment, écoutez, on a un problème, nous, de Golemont. Voilà, on a un problème, on ne sait pas comment s'en débarrasser. Nous, on a cherché toutes les recettes, les isoler, traiter, utiliser du DDT, etc. On n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est terrible, hein? Ils nous polluent, ils nous collent au basque, ils nous salopent le travail avec toutes leurs conneries, leurs provocations stériles, leurs obsessions médiévales. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors rendez-nous service, foutez-les tous au cabanon. Comme ça, on ne les verra plus, ils ne feront plus des vidéos sur Internet. Voilà. Ah, c'est méchant ce que je dis, mais oui, mais à un moment donné, ça suffit. La dissidence doit se taire. Maintenant, il les place à ce que j'appelle les éclaireurs. Les dissidents, ce sont des guignols. Les éclaireurs, c'est ceux qui vont réveiller les Européens, au lieu d'essayer de les emberlificoter avec des foutaises du Drummond et compagnie. Voilà, ça se dit, je vais me faire encore des amis, je sais, mais tant pis pour vous. Voilà, la dissidence, c'est terminé, donc mettons les clous qu'il faut sur leur cercueil, et puis c'est tout, oublions-les, il faut que le nombre de followers soit le plus bas possible, quittez-les, bloquez-les,
désuivez-les, isolez-les, voilà. Laissons-les dans leur monde décalé du réel. Voilà, c'est tout. Ce sont des gens qui ne sont pas dans le réel, on les écarte. Voilà. Suivez les gens qui font du boulot, suivez les gens qui bossent, les gens qui sont humbles, les gens qui ne sont pas avec toutes les vertus possibles. Alors, vous savez, j'avais noté toutes les vertus des délirants de la dissidence. J'avais dit qu'ils étaient des narcisses. Évidemment, mais ils étaient aussi sectaires. Ben oui, si t'es pas avec nous, t'es contre nous. La mouvance, voilà, la mouvance, le mouvantisme. Il y a nous, puis il y a les autres. C'est comme ça qu'on va rassembler le peuple. On va rassembler le peuple en disant « Ah, toi, t'es pas avec nous !» Ben non, on rassemble le peuple en parlant à tout le monde, déjà. Alors qu'est-ce qu'on a? Illuminé à la Hillard, comme l'a dit notre bien-aimé Guillaume Fay. Je cite Guillaume Fay, je ne prends pas ses propos au pied de la lettre. Guillaume Fay dit « Pierre Hillard est un malade mental ». C'est Guillaume Fay qui le dit, il le dit dans Guerre civile raciale. C'est pas moi, hein, vous avez vu. C'est Guillaume Fay, c'est Daniel Conversano, son éditeur. Voilà. Alors, martyral, bien sûr, à l'image de Rissel et compagnie, je vais en prison parce que je dis la vérité. Non, tu vas en prison parce que tu dis des conneries qui, de fait, dérangent des gens qui sont capables de t'envoyer en prison. Ce qui n'est pas exactement pareil, tu vois, mon ami. C'est pas la même chose. Et tu sens, tu voulais la prison, puisque tu voulais, comme les chrétiens au lion, dire « Regardez, le lion me dévore la patte, c'est que Dieu a raison ». Ben c'est con, si ton Dieu était si puissant que ça, il t'aurait sauvé des lions. Non, il t'a laissé te finir dans son estomac. C'est con, hein. C'est ballot, hein. T'as rien démontré du tout. T'as démontré juste le fanatisme. Le fanatisme, c'est pas intelligent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors, les dissidents sont sautillants. Hein. Ils changent de crèmerie tous les 4 matins. Ils disent blanc, puis le lendemain, ils disent noir, en fonction du degré d'alcool ou de je ne sais quoi qui les inspire. Mais d'une manière générale, aucune constance politique. Cohérence zéro, constance zéro. Par contre, tapinage électoral et idéologique total, évidemment. On mange à tous les râteliers, et on est capable de dire tout et son contraire. C'est la méthode Soral. La méthode Soral, c'est quoi? C'est mélanger l'antisémite d'extrême droite et l'antisémite d'islam. Bon, ça a marché un temps. Mais maintenant, même les antisémites d'extrême droite commencent à avoir marre de se faire piquer leur moto ou leur téléphone portable. C'est con, hein. Bon, bah, pas de bol, Soral, t'es fini. Et maintenant, je te le dis, t'es fini, terminé, ok, salut. Bon, maintenant qu'on a fait nos amis de la dissidence, ah oui, j'ai oublié qu'il y a chantage, diffamation. Ah oui, Thomas Faillet, il travaille pour le ministère de l'Intérieur. Oh, j'ai peur, putain, fais chier, quoi. Oh putain, il va tous nous balancer, on va tous être en tôle. Bah oui, j'ai rempli toutes les fiches, elles sont prêtes, il y a tous vos noms dessus. C'est con, hein. Bon, voilà. Donc ça, c'est fait pour nos amis. Alors maintenant, on va parler un peu de politique sérieuse, parce que là, on parlait des guignols. C'était un peu la phase humoristique de l'émission, pour se foutre de la gueule de tous les golemons de la dissidence. Parlons un peu maintenant sérieusement de politique, c'est-à-dire que eux, ils seront jamais au pouvoir, ce sont. Et le jour où ils seraient au pouvoir, c'est qu'on serait tous morts, quoi. Franchement, au secours, quoi. Donc, on oublie ces gens-là. On oublie Marine Le Pen, évidemment, qui est là pour faire réélire Macron. On oublie Marion, qui est juste une égérie Dior, ou je ne sais quoi. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'elle n'ait pas encore tous ses contrats Dior et compagnie. Ah oui, mais Dior, c'est pas possible, parce qu'il y avait une fille, la fille Dior, elle a été un peu bizarre hein, en Angleterre, là, elle portait des drôles de symboles. Donc Dior, ils se méfient maintenant. Ils ne veulent plus travailler avec l'extrême droite. Hein. C'est fini. Hein. La dernière fois, ils se sont retrouvés avec des nanas qui portaient des croix gammées autour du cou en train de se marier avec des néo-nazis britanniques. Ils se sont dit, c'est bon, on arrête les conneries, quoi. Hein. Ça va 5 minutes. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous cherchez sur Internet si vous ne savez pas. Maintenant qu'on a dit toutes les conneries qu'il fallait sur tous ces gens-là, on va parler de politique sérieusement. Alors, deuxième phase, vous voyez, je me mets en mode configuration sérieuse et politique. Une fois que j'ai défoncé tous ces individus malfaisants et nocifs pour la cause qui est la nôtre, et je vous rappelle quelle est notre cause, défendre l'Europe et les Européens. Voilà, c'est ça notre combat, et pas autre chose. Et ceux qui pensent qu'il y a des petits reptiliens derrière tous les complots mondiaux, le Covid-19 c'est une invention depuis un État du Proche-Orient et compagnie, bah écoutez, voilà. J'allais dire une grossièreté, donc je ne dis rien. Alors, maintenant parlons de nos amis de la Turquie. Alors la Turquie, je vais encore me faire des amis, mais c'est pas grave. Ça fait quelques mois que Recep Erdogan est affaibli dans les sondages. D'ailleurs, les élections municipales en Turquie ont montré une défaite importante du camp Erdogan, de l'AKP. C'est la perte d'Istanbul. Je vous rappelle que Erdogan avait gagné Istanbul et c'est ce qui lui avait permis son ascension politique jusqu'à devenir Premier ministre et désormais président. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand Erdogan voit que ça sent mauvais pour lui, d'abord, il essaie de sauver sa tête. Lui, qui avait été le grand artisan théoriquement d'une réconciliation avec les Kurdes, a mis fin totalement à ce processus du jour où il s'est allié au MHP, les fameux loups gris, parce qu'il avait une perte de vitesse complète. Donc aujourd'hui, il y a une alliance entre les nationalistes turcs, qui malheureusement se réislamisent, et les islamistes de l'AKP.
C'est une réalité, et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'AKP reprend une partie du programme nationaliste du MHP, ce qui est bien logique. Je pense que le fondateur du MHP, Alparslan Türkeş, ne serait pas très content de tout cela. Mais il n'est plus là pour se plaindre. Et donc, voilà comment ça se passe. Alors, le programme aujourd'hui de Erdogan est un programme nationaliste turc pur et dur, donc conflictuel, multiconflictuel autour de ses frontières. D'abord, il y a la question de Chypre. Vous le savez, depuis 1974, de manière totalement illégale, Chypre Nord est occupée par une république autonome de Turquie, qui a bénéficié de renforts de colons turcs venant d'Anatolie, et qui vient de voter pour un président qui est favorable au maintien donc, de la séparation entre les deux parties de l'île. Personnellement, j'y suis favorable, puisque de toute façon, la partie nord de Chypre doit être récupérée par la République européenne, militairement s'il le faut. Parce qu'après tout, si la Turquie en 1974 a le droit d'envahir un territoire, la grande Europe de demain a le droit de faire le retour gagnant. Voilà, c'est dit. Alors évidemment, notre ami Erdogan menace les îles grecques, organise des sessions de bateaux sismographiques et autres pour aller regarder s'il n'y aurait pas de pétrole du côté des îles grecques pour essayer de le ponctionner, en irrespect total des lois fondamentales. Et puis il nous a envoyé des paquets de migrants sympathiquement, en envoyant taxi pour aller nous emmerder à nos frontières. Donc la Grèce a résisté comme elle a pu derrière cette action malveillante. Erdogan en Libye, Erdogan en Syrie, Erdogan qui provoque les Russes, Erdogan qui attaque même Macron. Même notre bien-aimé président Emmanuel Macron a eu droit à une critique virulente récente de M. Erdogan qui lui a demandé d'aller consulter des spécialistes en psychologie lourde. Voilà, ce qui a évidemment été très peu apprécié au niveau de la chancellerie française et de la diplomatie française, à juste titre. Alors Erdogan est très anti-grec en ce moment, très anti-français, et évidemment, il soutient l'Azerbaïdjan. Alors bizarrement, l'Azerbaïdjan, qui avait renoncé de fait au Haut-Karabakh arménien, que les Arméniens appellent Artsakh, depuis des lustres, s'est mis en tête de récupérer ce territoire, subitement. Ne croyons pas que l'Azerbaïdjan agisse de manière, comment dire, autonome. C'est bien Erdogan et la Turquie qui sont derrière. Alors la Russie est très enquiquinée, parce qu'on aurait pu espérer que la Russie porte son soutien aux Arméniens avec qui elle est alliée, mais elle s'entend bien avec l'Azerbaïdjan, et donc les Russes sont très enquiquinés là-dessus. Ils ne sont pas prêts à rompre avec l'alliance turque de fait, et la crise économique n'aide pas la Russie aujourd'hui à être si autonome qu'on le croit. Super Poutine, c'est un fantasme. Et on le voit bien, parce que si Poutine était si influent, l'Arménie serait préservée par un bouclier russe depuis au moins 15 jours. Bon. Vous voyez bien que la Russie ne peut pas faire grand-chose. Les Américains implicitement soutiennent la Turquie, Israël ne soutient l'Azerbaïdjan que contre l'Iran, puisque l'Azerbaïdjan est un ennemi de l'Iran alors que l'Arménie a des bonnes relations avec l'Iran. Pourquoi ? Parce qu'il y a 7,5 millions d'Azéris en Iran. Donc si l'Azerbaïdjan devient trop fort, ça peut déstabiliser les Azéris d'Iran. Et ce qui gêne l'Iran aide Israël, forcément, puisque Israël s'est mis en tête, comment dire, que son grand ennemi, qui n'est pas seulement la Turquie, qui a fait des mauvais coups d'ailleurs, mais surtout l'Iran. Voilà, c'est un jeu à 3 ou 4 bandes, il faut bien en avoir conscience. Maintenant, que ferait un véritable Européen dans cette équation ? Un véritable Européen apporterait un soutien indiscutable et intransigeant en faveur des Arméniens. Point. Et en faveur des Chypriotes grecs, et en faveur des Grecs en général. Un véritable Européen dirait aux Albanais de rompre rapidement avec toutes les influences turques que la Turquie essaie de mettre en place aujourd'hui, tant au Kosovo qu'en Albanie. Il faut que les Albanais, et qui sont souvent des gens qui pensent comme nous, fassent le travail. Rompez avec la stratégie de la Turquie, ne vous laissez pas prendre. Donc aujourd'hui, la Turquie est très arrogante, Erdogan l'arrogant, pourrait-on dire. Pourquoi ? Parce que l'Europe n'existe pas. Sur un plan politique, diplomatique, militaire, elle n'existe pas. Et vous constatez que la Russie n'existe pas vraiment non plus. Vous voyez que l'armée européenne, non seulement est nécessaire pour les Européens de l'Ouest, mais est nécessaire pour tous les Européens. Parce que l'armée européenne, ça nous donne les moyens d'agir. Et hors du cadre de l'OTAN, d'ailleurs, vous savez, la Turquie ne peut pas être virée de l'OTAN. Moi, je ne savais pas au début. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas été prévu. Un membre de l'OTAN ne peut pas être exclu. Il peut partir de son propre chef, comme l'a fait la France, sous De Gaulle, mais on ne peut pas le virer. Or, l'OTAN nous met en situation d'inaction. Parce que les Grecs face aux Turcs sont dans la même organisation OTAN, donc ils ne peuvent rien faire. Et par contre, les Arméniens ne sont pas dans l'OTAN, mais dans la sphère russe. Et là,
Si l'OTAN s'en mêle, ça veut dire que l'OTAN soutiendrait l'Azerbaïdjan en absolu, puisque l'OTAN devrait apporter son soutien à la Turquie, qui est membre de l'OTAN, plutôt qu'à la Russie et l'Arménie, qui n'en sont pas membres. Vous voyez le micmac. L'OTAN nous empêche d'avoir l'armée européenne, alors faisons l'armée européenne et dénonçons le traité, tout simplement. C'est pas parce que les Asselineau et compagnie disent ça qu'ils ont raison. Et c'est parce que je le dis moi que je montre que là-dessus, sur ce plan, ils ont raison, mais pour eux, des mauvaises raisons. Bien sûr qu'il faut l'armée européenne, ce qu'ils ne veulent pas, et bien sûr qu'il faut rompre avec l'OTAN. Et à terme, avoir une armée européenne qui englobe l'ensemble des troupes d'Europe, Russie incluse. Voilà ce que je voulais dire sur la Turquie. Je vais parler maintenant de la Pologne. Alors, la Pologne m'a énervé récemment. Je dis la Pologne, le peuple polonais n'y est pour rien. Mais je vais analyser cette affaire. Elle est révélatrice du puritanisme stupide de ce parti PiS, qui donc ne sont pas très bons maintenant, et qui est donc le parti de M. Jaroslaw Kaczynski, parce qu'il faut nommer les choses, et nommer les choses, c'est aussi nommer les gens qui dirigent. Rappelons qui est Jaroslaw Kaczynski. Jaroslaw Kaczynski est le jumeau perfide de Lech Kaczynski, l'ancien président. Donc Lech Kaczynski, c'est un homme de droite conservatrice, mais c'était quelqu'un d'assez mesuré, qui avait une certaine prestance, et qui était apprécié, y compris par Poutine. Malheureusement pour Lech Kaczynski, ce dernier s'est tué ainsi qu'une partie importante de l'état-major et de l'élite polonaise dans un avion au-dessus de la Biélorussie, je ne dis pas de bêtises. Drame qui a coûté cher donc à des vies humaines d'abord et au pays. Or, on voit bien que son frère Jaroslaw Kaczynski veut accuser les Russes d'être responsables. Son idée générale, c'est que la Russie est responsable de la mort de Lech Kaczynski. Ce qui n'est absolument pas démontré du tout, évidemment. Et c'est de toute façon pas l'intérêt de la Russie, comme dans l'affaire Navalny. D'abord, avant de dire qui est coupable, on regarde si celui qu'on accuse avait un intérêt réel à faire ça. Bon. Alors, évidemment, pendant quelques années, c'était la droite modérée, pro-européenne de donc Donald Tusk qui avait tenu le pays. Sur une ligne relativement modérée. Il fermait la porte aux flux migratoires extra-européens quand même, et il ne valorisait pas trop le conservatisme religieux, ni la décadence en face. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le parti en question, le PiS, se croit autorisé à régenter la vie polonaise. À un moment donné, il y avait toute une querelle que l'Union européenne avait lancée contre la mainmise du parti en question et du gouvernement sur les juges constitutionnels. C'est quelque chose qui me paraissait assez loin, comme beaucoup d'entre vous, et donc je me dis, oh ben, l'Union européenne a peut-être tort de se mêler de ce qui se passe. En fait, c'est moi qui avais tort à ce moment-là. J'aurais dû suivre mon instinct européiste identitaire, c'est de me dire que c'est pas parce que ces autocrates d'Europe de l'Est ont l'air d'empêcher l'immigration, ce qui reste à vérifier, qu'ils ont pour autant raison sur tout. Que s'est-il passé? La loi polonaise en matière d'avortement est une loi assez dure, mais que je trouve assez juste, je le dis honnêtement. Elle prévoit que l'avortement soit possible pour une femme qui a été victime d'un viol, pour une femme qui a été victime d'un inceste, pour une femme qui aurait sa vie en danger si elle essayait de mener à terme la naissance, c'est normal de ne pas pouvoir mourir pour un fœtus, et puis ensuite, le dernier cas, si le fœtus était mal formé. En termes clairs, s'il était atteint d'une maladie comme, je ne sais pas, la trisomie 21 ou l'hydrocéphalie ou d'autres maladies graves, qui n'empêchent pas le fœtus d'aller à terme, mais qui fait naître un enfant handicapé gravement dans la société. Alors moi, je ne partage pas ce dysgénisme obsessionnel de l'Église catholique, surtout en Pologne. Je trouve ça absurde, et je pense qu'une femme qui sait qu'elle a un enfant trisomique doit avoir le droit d'avorter, comme les femmes islandaises le font. En Islande, il y a un dépistage systématique de la trisomie et d'autres maladies génétiques, et en fait, il y a eu 0 naissance depuis des années en Islande, parce que les femmes islandaises, qui peuvent être païennes, protestantes, athées ou tout ce qu'on veut, ne veulent pas mener une grossesse dont elles savent que l'enfant sera lourdement handicapé à terme. Bon, c'est normal et on ne peut pas interdire aux femmes cela. En plus, 200 000 femmes avortent par an en Pologne, évidemment illégalement. C'est bien la preuve qu'il y a un problème. Ce qu'il faut faire, c'est pas interdire aux femmes d'avorter, c'est créer les conditions de l'accueil des enfants, de façon à ce que les femmes aient envie de mener leur grossesse à terme et ne voient pas l'enfant à naître comme un boulet, mais bien comme une chance ou comme un cadeau. Or aujourd'hui, une femme qui avorte, c'est une femme qui pense que c'est un problème grave pour elle, et elle se sent obligée de le faire.
Et c'est pas une idéologie mondialiste ou un grand complot pour faire disparaître les enfants qui est derrière la chose. C'est juste qu'une femme européenne, elle pense à l'avenir de ses enfants et elle a envie de leur donner un meilleur avenir possible. Et croire qu'on va, par la rétorsion, l'empêcher est idiot. Donc non seulement ça ne servira à rien, parce que les femmes qui seront en situation iront avorter ailleurs, en Allemagne ou en Tchéquie, mais en plus c'est les mettre à dos et c'est les blesser dans leur amour-propre de femme et dans leur amour-propre d'européenne. Et c'est se comporter comme des ayatollahs, comme des islamistes. Alors l'islamiste en soutane, c'est pas beaucoup mieux. Ok, ils ne vont pas faire des actes criminels dans les rues, mais leur nocivité est autre. Nous avons besoin de réconcilier les femmes d'Europe avec l'Europe. On voit bien que beaucoup de femmes européennes tombent dans le gauchisme parce qu'elles ont peur, du cléricalisme absurde de gens qui n'aiment pas les femmes. Parce qu'en réalité, tous ces gens-là, tous ces intégristes, n'aiment pas les femmes. Je pense, je suis à peu près convaincu, je vais faire une provocation, mais je pense que tous ces cathos-tradis obsessionnels ne pensent même pas, par exemple, donner du plaisir à leurs femmes. Ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas dans l'égalité réelle, qui est le respect de la femme européenne. Or, le respect de la femme européenne, c'est la tradition européenne. Pénélope et Ulysse, point. Respecter les femmes d'Europe. Estimer leur valeur, la valeur de leurs paroles. Et ne les traitez pas comme des seconds couteaux. Ce sont des hommes du Conseil constitutionnel polonais qui ont décidé de restreindre l'avortement, pas des femmes. Ne vous mêlez pas des domaines qui ne sont pas les vôtres. Que les hommes se mêlent de la guerre, et les femmes se mêleront de l'amour. C'est tout. Arès et Aphrodite. Alors évidemment derrière, ça m'amène à parler de l'Église catholique. Vous savez que je suis païen, donc je ne suis pas forcément neutre. Mais j'ai aussi des convictions enchaînées à la cause de l'Europe et de l'avenir de l'Europe et des Européens. La religion passe après. Je juge sur l'intérêt de l'Europe et des Européens. Vous avez un pape François qui passe son temps à prôner l'accueil des migrants, y compris et même surtout musulmans. Vous avez un pape François qui vient d'expliquer qu'il était favorable au mariage civil des homosexuels. Vous avez un pape François qui fait du gauchisme toute la journée. Et ce même personnage se permet de faire censurer le film Agora en Italie, ou encore de faire pression sur le gouvernement lituanien pour que ce dernier empêche au mouvement païen Romouva, mouvement de haut niveau, et avec des gens de grand talent, dont la dirigeante actuelle, Mme Trikunaite, dont le mari est malheureusement décédé, et qui est une femme d'un courage exemplaire. Eh bien, le pape François a fait pression sur le gouvernement lituanien, et menaçait le gouvernement lituanien s'il reconnaissait officiellement le mouvement Romouva. De quoi il se mêle? Lui, il reçoit la Pachamama, une sorte de déesse mère précolombienne, pas de problème, il la reçoit au Vatican, mais des dieux païens d'Europe, alors là, pas question. Pourquoi ce double standard? Eh bien, le pape François, à beau être de descendance européenne en Argentine, c'est un europhobe, disons-le clairement. Alors maintenant, avec un europhobe, on fait quoi? On fait comme Frédéric de Hohenstaufen, on lui rentre dans l'art, ou on fait comme Philippe IV le Bel, on l'enferme à Avignon? À vous de le dire. Les deux solutions sont bien, hein, honnêtement. Tant qu'il se tait et qu'il arrête de défendre l'anti-Europe. Donc, question. Est-ce qu'il faut être anti-chrétien? Non, bien évidemment, parce qu'il faut être intelligent. Il y a des millions d'Européens qui se revendiquent du catholicisme, du protestantisme ou de l'orthodoxie. Ce sont nos compatriotes, ce sont nos frères, et même si je n'ai pas la même religion qu'eux, je les respecte en tant que compatriotes européens. Et beaucoup sont des pagano-chrétiens, beaucoup sont des gens d'un christianisme modéré, intelligent, européen, civilisé. Et il n'y a pas de raison de les amalgamer avec des fanatiques. Malheureusement, l'extrême droite catholique est complètement azimutée. Ce sont des gens qui sont sur une ligne complotiste et délirante. Leur christianisme est un islam en croix. Nous n'en voulons pas. C'est tout. Que les civitas et compagnie se taisent. Je les écrase en débat en 30 secondes chronomètre. Il suffit d'expliquer d'où vient leur religion, d'expliquer l'invention du monothéisme, et en 15 secondes, ils font pipi dans leurs pantalons. C'est tout. Ça suffit, vos fantasmes. On respecte l'Européen chrétien qui agit en Européen, c'est-à-dire en homme de science, en homme de raison, en homme de doute, en homme d'intelligence. Par contre, le bigot fou, c'est pas mon combat. Et ces gens-là nous sont plus nuisibles qu'autre chose. Et ce sont ces gens qui donnent aux femmes d'Europe une mauvaise image, qui les font s'inquiéter pour leur avenir. Nous ne voulons pas d'une charia blanche, nous ne voulons pas de gens qui ne savent pas satisfaire les femmes au pouvoir pour qu'ils dictent aux femmes ce qu'elles doivent penser, ce qu'elles doivent faire. Je vais vous parler d'abord de deux sujets d'actualité. D'abord, le gouvernement a dénoncé le séparatisme et le suprémacisme, et je ne voudrais pas que le gouvernement se trompe de cible. Donc je vais lui indiquer la cible réelle et lui dire pourquoi ce qui croit être une autre cible n'en est pas une. Enfin, je vais évoquer la question de la décolonisation qui va intéresser beaucoup d'entre vous. Deux termes sont à réfuter
et je dis bien à réfuter intégralement. Séparatisme et suprémacisme. Derrière ces termes, on donne l'idée que les Européens qui sont en colère contre l'immigration voudraient soit un partage du territoire, soit dominer ces populations. Une suprématie, c'est une domination. Une séparation, c'est sur le même territoire, on coupe. Nous ne voulons ni partager la terre d'Europe, ni dominer quiconque. Nous voulons que les Européens soient maîtres chez eux d'une terre qui s'appelle l'Europe. C'est notre terre, nous n'avons pas à la partager. C'est notre terre, nous n'avons pas à la partager, que ce soit en position de dominant ou pas. Nous sommes des Européens en Europe, point. C'est tout. Et je n'ai rien à dire d'autre. Nous ne sommes ni suprémacistes, ni séparatistes. Nous ne voulons pas que les théories débiles d'une partie de l'extrême droite suprémaciste débile, y compris contre d'autres Européens, les Slaves, les peuples européens musulmans, etc. Et voilà au chapitre. Tous ces abrutis qui nous saoulent sur Twitter et ailleurs en parlant de narbonoïdes ou qui manquent de respect aux peuples européens du Sud ou de l'Est, nous trouverons face à eux. Que ces discours-là se taisent. Là aussi, nous ne voulons plus entendre ces conneries. Voilà. Donc, le séparatisme, c'est partager notre terre, nous n'avons pas à la partager, nous sommes les seuls légitimes dessus. Le suprémacisme, c'est avoir besoin de l'autre pour le dominer, nous ne voulons dominer personne. Nous pensons comme Abraham Lincoln en 1863. Point. Alors, et Abraham Lincoln, c'est celui qui a aboli l'esclavage, c'est un homme bien, c'est un homme qui est dans le bon camp. Vous êtes d'accord avec moi? Dernier sujet, vous voyez que je suis obligé de prendre mes notes, c'est rare, mais ça m'arrive. La décolonisation, chers amis. Alors pourquoi décoloniser? D'abord parce que nous n'avons pas fini de décoloniser, tout simplement. Quelques exemples récents. Ce samedi, il y avait une manifestation géante de Guinéens pour féliciter la nouvelle élection de je ne sais quel candidat au présidentiel guinéen. Bon. En quoi ça nous concerne, nous Français? Eh bien, le Trocadéro était occupé par cette manifestation en pleine crise du Covid-19. Mais expliquez pourquoi. Lorsque je suis sorti il y a un bon mois et quelques de l'Institut Iliade, je suis tombé sur une manifestation d'opposants à Ouattara, candidat présidentiel de Côte d'Ivoire. Il y avait donc peut-être 500 personnes, en tenue locale, si on peut dire, qui se sont amusés à chanter des slogans incompréhensibles pour le français de base. Par exemple, « Allez la solution, allez la solution ». Rien à dire, on se demande en quoi ça nous concerne. Donc une partie de Trocadéro, avec des musiques exogènes et des slogans complètement étrangers à notre situation politique, se sont exprimés tranquillement en pleine crise du Covid. À côté des Camerounais qui soutenaient je ne sais pas quel candidat, et maintenant les Guinéens. Est-ce qu'on a besoin d'avoir toutes les élections présidentielles africaines sur place? Est-ce qu'on a besoin de ça en France? Bien, c'est la démonstration que la France-Afrique est là, et que le colonialisme est toujours là. En quoi ça nous concerne? Eh bien, ce sont d'anciennes colonies de la France, et ça nous concerne parce qu'il y a des populations de ces pays qui sont installées en France. Pourtant, ce sont des mêmes populations qui nous ont virés de là-bas. À juste titre, ils étaient chez eux, nous n'y étions pas. Donc il faut finir la colonisation. Décoloniser, ça veut dire libérer l'Afrique, mais ça veut dire couper les ponts avec l'Afrique. Et ça veut dire aussi inviter ces gens qui sont africains à quitter l'ancienne métropole, et à retourner sur la terre de leurs ancêtres, où ils sont là les plus légitimes, et où ils ont envie d'être d'une certaine manière. Puisque finalement, en France, ce qui les intéresse, c'est l'élection en Côte d'Ivoire, ou au Cameroun, ou au Guinée. On peut se demander pourquoi ils ne vont pas sur place voter et régler le problème politique. C'est pas à Paris qu'on doit défiler, mais à Conakry, à Ouagadougou, ou par exemple, je sais rien, moi, à Yamoussoukro, à Yaoundé, etc. C'est pas ici. Pourquoi vous ne faites pas des manifestations électorales là où elles ont du sens? En quoi le Trocadéro ou les Invalides, ça a du sens? Il y a un problème de colonialisme. Et ça, c'est le gouvernement français qui est responsable. C'est la fameuse France-Afrique. Moi, je ne blâme pas les gens. Moi, je blâme les dirigeants français qui n'ont pas coupé les ponts avec l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent qu'il y a d'intérêt. Regardez les diamants de Bokassa, de cette truc-là sous Giscard. Ni Giscard, ni Mitterrand, ni Hollande, ni Macron, ni les autres n'ont voulu rompre avec l'Afrique. Ni Marine Le Pen. Marine Le Pen est encore à expliquer à Poutine qu'il faut aider l'Afrique. En quoi c'est notre problème? Ne tombons pas dans le piège de ceux qui vous disent « Oui, mais si on ne les aide pas, ils viendront chez nous. » Ce n'est pas du tout vrai. Ils viennent chez nous d'abord parce qu'on les encourage à venir, parce qu'on leur donne des titres de séjour, parce qu'on va les valoriser, etc. Ils viennent parce qu'on le veut bien. C'est pas parce qu'ils sont pauvres. D'ailleurs, c'est pas les pauvres qui viennent. Le mec qui est pauvre, il vient pas, il peut pas se payer de passeur.
Et de toute façon, ils ne viennent pas par des passeurs, c'est très rare. Ceux qui vont en Italie ou en Espagne vont par des passeurs. Et vous savez quel est le premier passeur vers la France? Air France. Simplement, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. Ils prennent des billets, ils demandent des titres de séjour, c'est réglé, ils sont chez nous. Voilà. Pourquoi aller inventer autre chose? Pourquoi accuser la méchante Union Européenne? La méchante Union Européenne, c'est que la France n'a pas rompu avec ses colonies. Et donc c'est normal que, puisque la France veut être présente dans ses anciennes colonies, qu'en échange, les gens de ces anciennes colonies soient en France. C'est un donnant-donnant. Vous voulez faire des affaires à Abidjan, il faut qu'il y ait des Ivoiriens à Paris. C'est tout. Cherchez pas ailleurs. Et ces gens n'y sont pour rien. Je suis convaincu que la plupart des Africains francophones veulent l'indépendance réelle. Ils veulent qu'on coupe avec cette France-Afrique. Et puis moi je leur dis, banco. Alors je pense notamment à un provocateur ligueux qui est récemment allé au musée du Louvre pour tenter de récupérer, en fait il savait bien qu'il ne pourrait pas les récupérer, sinon il serait au cabanon, mais de montrer qu'il a envie de récupérer des statues africaines. Mais moi je dis, mon gars, mais pas de souci. Moi je propose que l'ensemble des œuvres d'art africains soient renvoyées dans les pays africains. Après je vais même plus loin que ça, je pense que le London Museum doit rendre les fresques du Parthénon à la Grèce. Je vais beaucoup plus loin encore. Mais moi je ne vois pas pourquoi l'art africain aurait sa place au Louvre. Faites-nous de la place pour de belles statues antiques. C'est tout. Pourquoi vouloir absolument qu'on héberge des formes d'art des autres? Est-ce que vous croyez qu'il y a un musée d'art romain à Pékin ou à Abidjan? Je ne crois pas. Pourquoi voulez-vous avoir des œuvres d'art africaines? C'est bien la preuve d'une forme de colonialisme mental. Rendons les œuvres d'art africaines aux Africains. Rendons les œuvres d'art chinoises aux Chinois, si nous en avons, et ça fera plus de place dans le musée du Louvre pour les œuvres européennes au sens strict. Écoutez, moi je pense par exemple que des statuettes en bois slaves ou germaniques sont intéressantes au musée du Louvre. Montrons qu'il n'y a pas que le monde grec et romain. Montrons que l'Europe, c'est aussi des Celtes, des Germains, des Baltes et des Slaves. Allez, même des œuvres d'art zoroastriennes ou indiennes auraient leur place. Après tout, c'est de cousins. C'est bien de savoir que nos cousins ont aussi des formes de religiosité et de culture proches. Mais voilà, décolonisons vraiment, rendons à l'Afrique sa liberté intégrale, et nous agissons pour que l'Europe soit européenne. Car si nous ne voulons pas que l'Afrique cesse d'être africaine, c'est parce que nous voulons aussi que l'Europe ne cesse pas d'être européenne. Voilà, chers amis, pour cette émission d'octobre 2020, ce que je souhaitais vous dire. Il y aurait beaucoup d'autres sujets à évoquer avec vous, mais j'ai été déjà assez long. Je suis désolé si certains d'entre vous vont être blessés par le fait que je fasse la guerre aux idoles crépusculaires de la dissidence de droite, mais il faut arrêter que ces Socrales, donc ce sont des sortes de Socrates pervertisseurs de notre jeunesse, agissent et tiennent leur slogan médiocre. Je n'accepterai aucune leçon de ces gens qui le comprennent bien. Vous n'avez pas à me donner de leçons, et moi maintenant j'ai décidé que c'est moi qui allais vous donner des leçons pour enfin que le vrai combat européen ait toute sa place et que ceux qui troublent ce combat par des provocations stériles et des phobies médiévales soient écartés. C'est pas à moi de les écarter. Moi je vous dis de le faire, mais je ne suis que moi. Faites-le vous. Rendez-vous compte de l'arnaque qu'ils représentent et cessons de leur donner de l'intérêt. D'une certaine manière, c'est hétérotéique ce que je vous dis. Je les attaque, donc je leur donne de l'intérêt. Mais je les attaque pour justement vous faire comprendre qu'il faut qu'ils se taisent. Ils ne se tairont pas. Alors faites-les taire en ne vous intéressant pas à eux. Si vous ne les écoutez pas, ils n'existeront plus.